avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, cet aveu d'impuissance de la présidente de la Centrafrique en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Catherine Samba-Panza, a reconnu qu'elle est dans une situation compliquée sans véritable armée. Au Mali, la nouvelle agence de la compagnie Air Burkina siège désormais au quartier ACI 2000 de Bamako, immeuble Trilédium. Les nouveaux locaux ont été inaugurés hier en présence de personnalités des deux pays. Et puis les négociations sur le nucléaire iranien, le compte à rebours est déjà en marche. Les pays du groupe 5+1 se sont donnés jusqu'au 24 novembre pour trouver un règlement final à la question de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Bonsoir et bienvenue dans votre journal d'histoire. Un journal que nous ouvrons sur la Centrafrique. Et dans l'actualité, c'est l'aveu d'impuissance de la présidente Catherine Samba-Panza en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La présidente centrafricaine a reconnu qu'elle est dans une situation compliquée sans véritable armée. Obligée de s'en remettre aux forces internationales présentes dans le pays, 7600 soldats de l'ONU et 2000 militaires français sont déployés pour l'instant en Centrafrique. Voici un extrait de la déclaration de la présidente centrafricaine. Cette réunion va nous donner l'occasion d'évaluer les actions menées depuis la signature de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville et d'examiner les perspectives de la sortie définitive de crise dans mon pays avec l'appui de la communauté internationale. Il devra attendre le 29 novembre prochain pour connaître sa peine. Hosni Moubarak est jugé pour complicité de meurtre de manifestants pendant le soulèvement de 2011. Soulèvement qui a mené à sa chute. Le juge devait rendre son verdict ce samedi, mais avait déclaré avoir besoin de plus de temps pour étudier tous les éléments du dossier, gros de 160 000 pages. Je l'annonçais en titre, la nouvelle agence de la compagnie Air Burkina au Mali siège désormais au quartier ACI 2000 de Bamako, immeuble Trilénium. Les nouveaux locaux ont été inaugurés hier en présence de plusieurs invités. Voici le reportage d'Abdoulaye Meiga et de Ramassissi. C'est dans un climat convivial que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la compagnie Air Burkina à Bamako. L'inauguration de cette nouvelle agence consolide la présence de la compagnie burkinabé au Mali depuis 1978. Je voudrais tout d'abord remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle agence Air Burkina à Bamako. Cet événement revêt une importance toute particulière à mes yeux. En effet, Air Volta a été créée en 1967. La compagnie a démarré avec un Cherokee 6300 de 6 places. Ensuite est arrivé le Navajo en 1970, 8 places. Et le Banderante de 20 places en 1978. Je ne saurais terminer sans présenter mes sincères remerciements et plus particulièrement ceux qui prennent le vol sur l'aéroport de Bamako. Les différents intervenants ont noté tour à tour que cet événement revêt une importance toute particulière, tout en restant persuadés que le nouveau produit répondra à toutes les attentes. Elle constate l'inauguration des nouveaux bureaux de la compagnie de voyage des pays voisins, qui a contribué efficacement d'une part au désenclavement et d'autre part à la promotion du tourisme dans notre sous-région. J'ai nommé la compagnie aérienne Air Burkina. Cette inauguration intervient à un moment très important de la relance économique. Pour toutes ces considérations, je souhaite au nom de Madame le ministre
bon vent à Air Burkina afin qu'il vole loin et plus haut dans les ciels maliens, africains, voire mondial. Ainsi, fidèle à son histoire, Air Burkina s'adapte au nouvel environnement fortement concurrentiel par la mise en œuvre des outils essentiels à sa pérennisation et à son développement. Une forte campagne de communication accompagnera ce nouveau départ à partir de fin novembre 2014. Toujours à propos de cette inauguration, je vous propose à présent d'écouter ces réactions. Depuis ma prise de fonction ici à Bamako, ça fait bientôt 8 mois, je prends régulièrement Air Burkina pour mes déplacements vers le Burkina Faso. Le service est impeccable. L'agence qui était de l'autre côté, dans l'hôtel de l'Amitié, était un peu difficile d'accès, c'est vrai, à cause de l'amunissement. Mais je crois que c'est ça même qui a guidé les responsables à déplacer le siège à ACI 2000, où c'est plus convivial, plus visible, et avec toutes ces personnalités. Et votre présence, ça fait une bonne publicité pour l'agence. En tout cas, je suis entièrement satisfait de Air Burkina et je crois que je continuerai à prendre les vols avec tout ce que j'ai entendu. Pour nous, au niveau d'Air Burkina, c'est tout un ensemble de rénovation et de projets et de processus en cours, les nouvelles agences, nouveaux appareils, nouveaux processus et nouveaux défis bien sûr. Donc nous avons en vue la conquête de l'Afrique de l'Ouest, la consolidation de notre réseau. Nous y sommes déjà présents. Vous avez suivi le discours du directeur général d'Air Burkina. Air Burkina est la plus ancienne en Afrique de l'Ouest. Et à présent, le reste de l'actualité en bref et en images, c'est avec Daouda Kamati. L'armée française a arrêté le djihadiste Abou Azim El Mohadji, porte-parole du groupe Al-Morabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Mais silence et opacité règnent sur cette opération menée il y a 10 jours par les forces spéciales françaises. Ni les autorités françaises ni les autorités nigériennes n'ont fait de commentaires. Le Mali semble prendre le taureau par les cornes après l'observation du FMI qui a constaté une surfacturation d'au moins 30 milliards de francs CFA dans des contrats entre des sociétés privées et l'État malien. Le ministère malien vient d'annuler une dizaine de contrats au moment où les langues se délient à Bamako. Au Rwanda, l'ancien chef de la garde présidentielle et un général en retraite ont plaidé non coupables ce vendredi devant le tribunal militaire de Kigali qui les juge. Tous deux sont notamment accusés d'incitation à l'insurrection ou au trouble public et d'actes visant à ternir l'image du gouvernement. Au cours de cette audience, le parquet a détaillé les faits reprochés aux accusés. La classe politique et les Gabonais sont en émoi. Maître Louis-Gaston Maïla, plusieurs fois ministre et ancien président du Conseil économique et social sous Omar Bongo, a été interpellé dans une affaire de fausse monnaie. Cette affaire qui éclabousse celui d'un parti de l'opposition fait grand bruit. Hors des frontières africaines, la situation à la frontière entre la Syrie et la Turquie, ces derniers jours, des dizaines de milliers de Kurdes ont trouvé refuge en Turquie, mais certains d'entre eux sont prêts à risquer leur vie en retournant en Syrie pour combattre les djihadistes. Mais côté turc, on tente de les bloquer. Après avoir tenté de les empêcher d'entrer, plus question de les laisser repartir. À coups de canon à eau et de gaz lacrymogène, l'armée turque empêche les Kurdes de Kobani de faire demi-tour. Plus de 140 000 sont arrivés ces derniers jours, fuyant l'avancée du groupe État islamique. Ceux qui veulent retourner aider leurs frères d'armes à combattre l'assaut des djihadistes sont désormais bloqués côté turc. Pas loin d'ici, nos frères se font tuer. L'État turc leur donne des armes et les aide, comme toujours. C'est ainsi qu'agit la Turquie, rien ne change. À seulement 10 km d'ici, Kobani est assiégé et sans aide des Kurdes réfugiés en Turquie, les habitants ont peu de chances de résister. Certains accusent même le gouvernement turc de soutenir en réalité les islamistes sunnites au détriment des rebelles syriens kurdes. Le but de la politique et de la diplomatie turque est d'isoler la révolution à Kobani. Le pouvoir turc est soupçonné de mener un jeu trouble. Depuis 2 ans, la Turquie aurait servi de base arrière aux djihadistes. Une complaisance qui lui permettait d'affaiblir le parti des travailleurs du Kurdistan, farouche opposant à Ankara et fidèle soutien des Kurdes syriens.
Et la coalition internationale qui combat l'organisation de l'État islamique s'est élargie ces dernières heures avec la participation de plusieurs pays européens, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, prêts à intervenir en Irak. 6 chasseurs bombardiers britanniques sur une base militaire à Chypre, prêts à intervenir. Hier à Londres, une large majorité de députés a voté oui en faveur de frappes aériennes en Irak. Il ne s'agit pas d'une menace à l'autre bout du monde. Si nous ne faisons rien, nous verrons l'arrivée d'un califat terroriste sur les côtes de la Méditerranée. L'Europe, menacée par les djihadistes, c'est aussi l'avis du Danemark qui va déployer 7 F-16 en Irak. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne se passait. Tout le monde doit intervenir. Si l'on compte les 6 F-16 qui ont quitté la Belgique hier, ce sont au total 19 avions qui seront déployés en Irak. Avec ces 3 pays européens, la coalition anti-djihadiste s'élargit, une coalition dont la France faisait déjà partie. Des rafales français survolent et bombardent l'Irak depuis le 19 septembre déjà. Une coalition menée par les États-Unis et qui réjouit le président irakien. Ce soutien confirme que nous ne sommes pas seuls et je voudrais exprimer la gratitude du peuple irakien. Mais la lutte contre les djihadistes se fait aussi en Syrie. Depuis plusieurs jours, des frappes américaines ont lieu de façon continue. En Syrie, les États-Unis ont été rejoints par 5 alliés arabes. Quant aux pays européens, ils se refusent à ce stade à intervenir en Syrie. Les négociations sur le nucléaire iranien, c'est l'un des titres de cette édition. Il faut noter que le compte à rebours est en marche. Le groupe de 5+1, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Allemagne, se sont donnés jusqu'au 24 novembre pour trouver un règlement final à la question de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Les négociations viennent d'avoir lieu à New York sans résultat. Seul face aux grandes puissances, l'Iran veut sortir de 10 ans d'impasse sur son programme nucléaire controversé. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Téhéran a négocié 8 jours durant, mais aboutir à un accord final à la date butoir du 24 novembre demeure encore improbable. Le temps qu'il nous reste pour atteindre cet accord est extrêmement court. Les progrès observés ces derniers jours ont été très lents. Téhéran clame son droit à développer le nucléaire civil, mais les Occidentaux l'accusent de vouloir acquérir l'arme atomique, notamment sur des sites nucléaires cachés. Car l'Iran accumule des centrifugeuses qui rendent possible l'acquisition d'uranium enrichi à usage militaire. Pendant la présidence Ahmadinejad, l'Iran refuse de coopérer. Pour le faire plier, les sanctions internationales tombent dès 2006. Fraîchement élu avec pour objectif de rompre l'isolement de Téhéran, le modéré président Rouhani se veut toutefois inflexible. L'Iran n'abandonnera jamais son droit à des activités nucléaires civiles et pacifiques. L'enrichissement va continuer dans ce cadre en Iran. Reste qu'en novembre dernier, les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne signaient avec l'Iran un accord historique à Genève, une limitation du programme d'enrichissement nucléaire en échange d'un assouplissement des sanctions. Une avancée à mettre au crédit de Rouhani. À New York, il a rencontré plusieurs dirigeants occidentaux, mais pas son homologue américain. Début septembre, le président Rouhani avait d'ailleurs dénoncé les nouvelles sanctions américaines contre des entreprises iraniennes. Nous ne sommes pas optimistes sur les négociations parce que nous sommes en profond désaccord avec les États-Unis. Cependant, le dégel des relations entre Téhéran et Washington s'avère un passage obligé pour le président iranien qui joue son va-tout face aux ultra-conservateurs de son pays. La nuit dernière a été mouvementée à Hong Kong pour protester contre la décision du gouvernement chinois de limiter la portée du suffrage universel. Plusieurs milliers de manifestants ont encerclé le siège du gouvernement de Hong Kong. 150 d'entre eux ont réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment et la police chinoise est intervenue pour les déloger. Une évacuation ferme et sans détour. Une 50aine d'étudiants occupent alors le siège du gouvernement. 13 d'entre eux sont arrêtés et parmi eux, un chef de file âgé de seulement 17 ans. L'épilogue d'une manifestation qui a débuté la veille.
Vendredi, 2000 lycéens et étudiants se rassemblent devant les bureaux de l'exécutif local. Certains passent les grilles. Leur appel à discuter du protocole des futures élections est resté sans réponse. Le gouvernement ignore totalement les étudiants sur cette réforme politique. Vu les circonstances, nous devons intensifier nos actions. Réclamer un carré civique, c'est notre première étape. Nous ne pensons pas que le peuple de Hong Kong va abandonner ses demandes pour une institution démocratique. Alors, même si la police tente de disperser les manifestants à coups de spray au poivre, les opposants se protègent avec des masques et des parapluies. La démocratie est une chose pour laquelle il faut se battre. Il y a forcément des sacrifices. En août, Pékin a annoncé que le futur chef du gouvernement local serait bien élu au suffrage universel dès 2017. Mais le peuple devra choisir parmi 2 ou 3 candidats présélectionnés par un comité. Inacceptable pour les Hongkongais. Ils dénoncent la dérive autoritaire et l'emprise croissante de la Chine sur la ville depuis que les Britanniques l'ont rétrocédé il y a 17 ans à Pékin. C'est la fin de cette édition. Vous êtes très nombreux à l'avoir suivi. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur